Inconfortable, gênant, irritant, étouffant, trop mou, trop lumineux, trop silencieux. Comment faisait-il pour dormir sur cette chose? L'odeur des draps lui montait à la tête. Le contact de l'oreiller lui cassait la nuque. La couette était trop lourde. Elle transpirait dans son vêtement. La mollesse du matelas lui brisait les os, endolorissait ses muscles. Et le silence. Livy continuait de tendre l'oreille, tentant de percevoir la respiration de Sélaëg de l'autre côté du mur. Elle voulait juste entendre quelque chose. Un souffle, un ronflement, un oiseau, le bruissement du vent. Elle avait hésité à ouvrir la fenêtre, mais et s'ils entraient? S'ils venaient la chercher jusque dans cette pièce? S'ils les avaient suivis sans que personne ne le remarque? La fenêtre était-elle vraiment fermée? Comment faisait-elle pour en être sûre? Elle insulta Sélaëg pour ne pas lui avoir expliqué comment fonctionnait cette stupide chose. Elle se battit un instant avec le battant, réussit à l'ouvrir et regarda dehors. Elle se jeta en arrière en voyant quelque chose bouger dans un arbre. Ses oreilles se mirent à siffler et son souffle se coinça. Elle fit un effort pour se redresser et rampa sur le lit. Elle se saisit des 2 morceaux et les referma brusquement. La façade était-elle suffisamment lisse? Ne pouvait-il pas grimper en s'accrochant au colombage? Est-ce que quelqu'un les surprendrait? Est-ce qu'il l'avait vue? Idiote! Elle avait été stupide de regarder dehors. Maintenant il savait où elle était. Il savait. Livy tira le rideau, espérant que l'étoffe la protège de leurs regards. Les ténèbres l'entourèrent. Un craquement se produisit dans la pièce. Elle tendit l'oreille, serrant le tissu. Était-ce un souffle à sa droite? Ses mains commencèrent à trembler. Son pouls tambourinant dans ses oreilles recouvrit presque le sifflement ayant pris place. Elle dégagea la tenture, laissant les lumières nocturnes éclairer la pièce, et se retourna, prête à frapper. Rien. Son regard dévia dans la chambre, regarda chaque recoin, tenta de percer chaque ombre. Sous le lit? Quelqu'un était-il entré pendant qu'elle regardait dehors? La porte était-elle fermée? L'avait-elle fermée? Pouvait-il entrer? Passer les gardes? Les jumeaux l'entendraient-ils se battre? Crier? Viendraient-ils seulement? Pourquoi interviendrait-il? Pourquoi l'aiderait-il? Elle était seule, sans Arcy, sans eux, comme la dernière fois. Du sang. Il y avait du sang sur elle. Elle le sentait. Il coulait de ses tempes. Il recouvrait son corps. Elle baignait dedans. Elle était dedans, dans la cuve. Encore, parce qu'elle était seule. Ils allaient venir. Impossible de s'essuyer sur le drap, l'hémoglobine revenait, couvrant son visage, ses mains, ses vêtements. Livy éclata en sanglots. Ses vêtements? Non, elle n'en avait pas. Elle était nue. Si, elle en avait. Elle n'était plus là-bas. L'air ne rentrait plus dans ses poumons. Qu'importe la puissance de ses inspirations. Elle défit fébrilement sa tunique pour libérer sa cage thoracique. Elle s'affala au pied du lit, tituba dans la pièce, trébucha contre la table et s'effondra contre un mur. Le contact était lisse. Le faible rayon de lumière venu de l'extérieur faisait ressortir sa blancheur. Il n'était pas fait de pierre brute. Il n'absorbait pas l'éclat des torches. Il n'avait pas d'aspérité meurtrissant sa peau. Il n'avait pas d'anneau pour y accrocher des chaînes. Derrière, la chambre de Sélaëg. Elle n'était pas seule. La froidure sur son dos lui fit du bien. Livy se retourna et y colla front et poitrine. Ses jambes ne la tinrent plus et elle s'affaissa au sol. Elle se força à prendre de longues inspirations comme Arsenia lui avait appris.
Elle pouvait entendre sa voix, sentir son bras autour de ses épaules, la berçant doucement, le contact rêche de sa barbe naissante sur sa peau, sa respiration sur sa nuque mimant ses propos, retenant son souffle quelques secondes, puis expirant en comptant jusqu'à 10. Inspirez, expirez, inspirez, expirez. À chaque inspiration, elle enfonçait ses ongles rongés dans ses paumes, les relâchant en même temps que son souffle. Épuisée, elle s'allongea contre le sol, dos au mur, le regard fixé sur la porte. Arsenia n'était pas derrière elle. Elle n'avait pas de sang sur le corps, juste de la transpiration. Son bras attrapa le pied d'un des fauteuils et le tira à elle. Stupidement, elle espéra que, cachée derrière, nul ne pourrait la voir de la fenêtre. Elle se murmura jusqu'à endormissement. « Je suis en sécurité », le son de sa langue l'apaisant. L'avait-il entendu? Livy ne se souvenait pas avoir fermé la barrière hier soir, ni de l'avoir ouverte ce matin. Son esprit était dans le brouillard, elle n'arrivait pas à se concentrer. La présence d'Arsenia avait semblé si réelle, exactement comme dans son souvenir. Comme pour l'enfant et son père. Qui était-il? Mal dormi? Lui demanda Sélaëg assis sur le canapé. Moi aussi. Tu as entendu quelque chose? Non, mais ton regard est explicite. Et ton frère? Fit-elle en désignant la porte de la salle d'eau où était l'elfe. Je ne pense pas, mais il s'en doute. Les premières nuits seules sont souvent les plus difficiles. Il a souvent eu à traiter des traumas. Les blessures physiques sont rarement les seules conséquences d'un combat. Encore moins après une bataille. C'est pour ça qu'avec Eridani, vous vous en sortez mieux? Je ne suis pas sûr. On a peut-être plus de facilité à reconnaître les signes d'une crise et à les contrôler, à les cacher. Ce n'est pas forcément plus sain. J'ai dormi par terre, avoua-t-elle honteusement. Moi aussi. Elle était là. Elle m'a aidé à me calmer. Je sais que tu m'as dit de l'oublier, mais je pouvais la sentir. Ce n'est pas possible, n'est-ce pas? C'est étrange. Après avoir vu tant de gens mourir, pourquoi je n'arrive pas à l'effacer de mon esprit? Les autres, j'y arrivais facilement. Pourquoi voudrais-tu faire une telle chose? Fit le Sirlios surpris, avant de se rappeler ses propos sur la jetée. Je ne disais pas l'oublier au sens littéral. Ce n'est pas en l'effaçant que tu feras ton deuil. Guérir de la mort d'un être proche. Contrairement aux autres, à ceux de mon unité, tu l'as connue dès le premier jour. Elle comprenait ta langue, pouvait t'aider à nous comprendre. Vous étiez là l'une pour l'autre. Un lien fort existait entre vous deux. Un lien que tu ne trouveras chez personne d'autre. C'est pour ça que c'est plus difficile et, même si j'avais de l'affection pour elle, la disparition de mes coéquipiers est plus douloureuse pour moi. Je suis désolée, je ne voulais pas paraître insensible. Ce n'est pas grave. Parfois j'oublie que tu ne te souviens que de cet endroit, que toutes tes expériences passées ont été effacées. N'aie pas honte. J'ai l'impression d'être un poids pour vous deux. Comme une enfant ignorant tout du monde, ayant besoin qu'on lui tienne la main pour avancer. Je hais ce sentiment de dépendance et d'inutilité, de faiblesse. L'ouverture de la porte de la salle d'eau empêcha le Sirlio de lui répondre. Sélaëg l'invita à le suivre pour lui montrer le fonctionnement de la pièce. Cette dernière était composée d'un bassin rond suffisamment large pour que 2 elfes puissent s'y allonger de front et baigner entièrement dedans. Un filet d'eau sortait du mur et coulait en continu dans le réceptacle. Le surplus se vidait par un trou. Quand elle mit sa main dans le liquide, elle se rendit compte que ce dernier était tiède. « Il y a des éponges et des serviettes dans le meuble. Pour tes ablutions, les toilettes sont juste ici, fit-il en désignant une sorte de siège avec un trou au milieu. Il te suffit de remplir le seau d'eau et de le verser dedans une fois que tu as fini. » Comment faites-vous pour faire venir l'eau? Honnêtement, je ne sais pas. Tu n'es pas la seule à ignorer des choses, sourit-il.
Peu de gens ont des bassins chez eux. Il y a des thermes dans chaque quartier de la ville, mais certains préfèrent aller directement dans les criques ou rivières pour se laver. Ne sois pas surprise si en te promenant, tu en croises. J'ai le droit de sortir? Tu n'es pas prisonnière ici. Enfin, attends-toi à être surveillée dans un premier temps et à être l'objet de curiosité. Étudier plutôt. Il serait préférable qu'au début, tu ne sortes pas sans l'un de nous. Nous? Eridani et toi? Ainsi que ceux que nous ayons accompagnés jusqu'ici. Etty et Megan en particulier, et bien évidemment mon frère. Nous te présenterons d'autres personnes de confiance dans les jours à venir. Il n'y a pas de barrière dans cette pièce? Seule celle des invités en a une. Peu de gens viennent ici, et avec mon frère, nous n'en avons pas besoin entre nous. Grâce à votre lien, fit-elle en crachant le dernier mot. Livy, si je devais de nouveau prendre une telle décision, je le ferais sans hésiter. Des voix dans les salons les ramenèrent dans ce dernier. Mugen lui fit un signe de la tête en la voyant, et Eridani lui sourit, malgré la fatigue dévorant son visage. Deux Cyriliaux étaient en train de déposer des plats sur la table. Lorsqu'ils sortirent, l'elfette lui fit signe de la suivre dans la chambre lui ayant été attribuée et referma la porte derrière elle. Elle déposa un sac sur le lit et en sortit différentes tuniques et des pantalons. Talat est venu m'apporter ses vêtements ce matin. Il devrait être à ta taille. Je pensais que cette tenue pouvait être portée pendant des semaines. C'est une tenue de route. Nous les portons rarement en ville, et il te sera difficile de te fondre dans la foule avec. En tout cas, d'essayer. Mets-les. Nous allons attendre quelques jours et nous irons voir Bellette, les feuilleuses, pour qu'elle te fasse un ensemble de combats. Tu pourras porter ce dernier plus facilement quand les gens se seront habitués à te voir t'entraîner avec nous. Nous en profiterons pour lui demander les brassards. En attendant, je vais te mettre ces bandages. Livy vint s'asseoir sur le lit et remonta les manches de la tunique. Précautionneusement, en évitant tout contact avec le métal, l'elfette commença à enrouler les bandes autour des bracelets. Elle observa faire, sachant qu'elle allait devoir apprendre à effectuer ses gestes seule. Ses compagnons ne pourront pas toujours être là et l'aider. Une fois les bandes et la tunique mises en place, l'elfette déposa sa main sur ses avant-bras. Elle les retira après quelques secondes. « Bien. Cela devrait suffire dans un premier temps. Fais tout de même attention. »« Merci, » fit-elle en lui serrant la main. Je suis surprise que Sabrindel ne les ait pas sentis sur le quai. Je les avais mis au niveau de mes biceps. Au réveil, j'ai eu le sentiment qu'il fallait le faire. Étrange. Peu importe pour le moment. Allons retrouver les mâles avant qu'ils ne mangent tout. Megan essuya discrètement la paume de ses mains sur son pantalon. Ils s'approchèrent avec Étilive des gardes se tenant de chaque côté de la porte menant au bureau du roi. Ils n'avaient jamais pu chasser cette impression d'avoir affaire à des statues, ne prenant vie que quelques minutes par jour, tant l'immobilité des soldats était parfaite. Leur regard de marbre était fixé sur un point de l'autre côté du couloir. Ils ne dévièrent pas à leur approche. Rien dans leur attitude ne montrait qu'ils les avaient vus arriver. Ils se tenaient le dos droit, les jambes tendues. Pas un cheveu ne dépassait de leur coiffure. L'un des bras était le long du corps, l'autre tendu en angle droit, une lance à la main. Les deux statues barraient ainsi l'entrée. Depuis combien de siècles tenaient-ils cette posture? Dès que la porte s'ouvrit, les bras tenant les armes se replièrent, libérant le passage. Edwina, la conseillère du roi, leur fit signe d'entrer. Elle ne chercha pas à cacher son mépris envers sa personne. Malgré les millénaires de cohabitation entre leurs peuples, elle faisait partie de ceux critiquant la présence des Diétiers sur leur terre et leur nature trop nanesque. 5 millénaires plus tôt, elle avait été de ceux voulant les chasser pour que les Taurians s'installent à leur place. Il pénétra dans la pièce derrière Étilive tel que le voulait la préséance. Les immortels toujours en premier. Les règles hiérarchiques étaient très strictes, et celles imposées aussi encore plus. Elles étaient surtout appliquées dans les grandes villes où ils se mélangeaient. Dans les petites bourgades et les villages, ils s'étaient rendus compte qu'elles avaient rarement de l'importance, sûrement aidés par l'attitude des deux princes exécrant cette tradition. C'était la deuxième fois en plus de 6 siècles qu'ils pénétraient dans cette pièce. La première, à son arrivée à Toranur, alors qu'il atteignit son premier centenaire,
Le roi avait voulu s'assurer de sa sincérité et de son honnêteté avant de lui accorder son statut de pupille. Sélaëg avait demandé à Lundil de plaider sa cause. Il n'avait jamais espéré que le monarque accepte. Pour lui, la lame tranchait déjà sa nuque. Le bureau n'avait pas changé. Il avait la même disposition de meubles, les mêmes tableaux, les mêmes fleurs. Lundil lui avait appris que leur mère avait agencé l'espace dans les moindres détails. Dans leur jeunesse, l'ancien intendant avait voulu rajouter des plantes. Leur père l'avait renvoyé à peine le pied posé dans la pièce. Eridani et Mugen l'avaient alors pris à leur service jusqu'à sa mort dans un accident. Avec son compagnon, ils déposèrent leurs poings fermés sur leur cœur et inclinèrent leur buste en signe de révérence quand ils furent à quelques pas du bureau. Le roi garda son attention sur les papiers posés devant lui et effectua quelques corrections avant de lever la tête. Il dévisagea les deux mâles un instant avant de prendre la parole. « Je vous ai fait mander pour vous confier une mission. J'aurais préféré la donner à quelques personnes de confiance, mais la situation me contraint à me tourner vers vous. D'après les rapports de Meret, Tala et de votre unité, il semblerait que vous soyez les plus à même d'obtenir les informations que je cherche, fit-il. Etiliv, je vous charge d'apprendre ce qui est arrivé à Sélaëg et les raisons de son état. Je veux savoir comment ils ont été capturés, pourquoi, par qui exactement et ce qui leur a été fait. Quelles informations leur ont-ils communiquées? Nous ne pouvons pas nous permettre d'avoir les Ladians ou les nains en possession de renseignements sur nos défenses. Je suis certain que vous réaliserez cette mission sans trop de complications. Vous avez appris à gérer le caractère particulier de mon fils par le passé et lorsque vous étiez intime. J'ose espérer que, contrairement à votre famille, votre dévouement va en premier à ce royaume et non à l'un de ses sujets. Umegan, vous vous chargerez de la créature. D'après les rapports, vous avez bien progressé dans son apprivoisement. Sa réticence à l'encontre de notre espèce me fait craindre le pire concernant ses intentions. Trouvez ce qu'elles sont. Il a aussi été fait mention d'une naine. Creusez le sujet. Je me doute que vous obtiendrez pas ces informations dans l'immédiat, mais j'espère que vous serez en mesure de me les transmettre dans un délai convenable. Vous pouvez disposer. À vos ordres, Votre Altesse, firent-ils en réitérant leur révérence et en se dirigeant vers la sortie. Une dernière chose. Comment vont votre mère et votre sœur, Umegan? Ont-elles souffert de la pandémie? Pas directement, monseigneur. Merci de demander. Saine et sauve. J'espère qu'elles le resteront longtemps. Un frisson le parcourut en entendant les paroles du roi.